Bonjour Muriel Ochoa-Gado. Bonjour William. Alors vous êtes généalogiste, on dit familial, professionnel. Familial parce que... Parce que je travaille sur l'histoire des familles. Des familles. Bon, votre livre commence avec une petite mise au point, on va la faire d'ailleurs ensemble. Vous dites on a une fausse image de la généalogie. Pourquoi ? Alors, je ne pense pas qu'on ait une fausse image de la généalogie. On a peut-être une fausse image du métier de généalogiste. Lorsque j'explique mon métier, souvent je vois dans la pupille des personnes, des interlocuteurs, un petit questionnement. Ils imaginent un vieux monsieur tout seul, perdu dans des archives très poussiéreuses, voilà, ou alors quelqu'un qui est vissé à son ordinateur à faire des recherches en ligne. Or, en fait, c'est un peu un mélange des deux. Voilà, donc je travaille. C'est un peu une image d'Épinal, c'est vrai. C'est un peu une image d'Épinal, mais la généalogie s'est beaucoup modernisée, le métier s'est beaucoup modernisé. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent des blogs, qui font des choses vraiment avec des outils dans l'air du temps. En ce qui me concerne, je fais mes recherches évidemment en ligne, puisque nous avons la chance en France d'avoir des archives publiques riches et avec un accès gratuit, dont certaines sont numérisées et en ligne. Mais bien sûr, je me déplace aussi dans les dépôts d'archives. Alors, qui vient vous voir? Pourquoi vient-on vous voir? Qu'est-ce qu'on cherche en général quand on fait appel à vous? Alors, ce sont principalement donc, des particuliers qui viennent me voir, souvent à un moment clé de leur vie, soit à l'anniversaire quelconque, ou alors à la disparition d'un aïeul. On se pose des questions, d'où viens-je, où vais-je? Et c'est à ce moment-là souvent qu'on vient nous voir, avec aussi parfois une demande un peu spécifique sur une légende familiale, par exemple. On a entendu dire qu'une arrière-grand-mère était russe. Enfin, voilà. Donc, on vient nous voir et on nous demande de faire la lumière sur ces mystères. Et là, vous découvrez des choses, pas toujours, évidemment, mais parfois un peu surprenantes. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous intéresse beaucoup. Avec, par exemple, là, j'ai vu ça, un grand-père inconnu. Bon, il avait un peu oublié celui-là. Il se révèle que c'est un escroc. C'est ça. C'est ça. Alors oui, ça c'était une histoire. J'attache j'ai mis beaucoup de cœur dans cette recherche parce que mon client m'avait beaucoup touchée. C'est un monsieur déjà d'un âge avancé et son grand-père biologique, donc qui était mort d'une façon un peu surprenante, enfin sur la voie publique, était un banquier, selon la légende familiale, un banquier, un monsieur très reconnu avec énormément d'argent. Et la grand-mère donc avait toujours raconté cette histoire. Voilà. Mais il avait fait des recherches généalogiques sans parvenir à trouver la moindre piste. Je vous épargne les détails de la recherche, ça a pris quelques années. Mais ce qui a été mis au jour, c'est qu'il s'agissait en fait d'un Bernard Madoff du 19e siècle, qui avait monté une arnaque de grande ampleur, donc sur le modèle de la pyramide de Ponzi, et qui avait effectivement escroqué des centaines et des centaines de personnes en son temps. Il a été condamné. Il a fui avec sa maîtresse. Il est revenu en France avec cette même maîtresse plusieurs années plus tard, sachant qu'il avait une prescription de 10 ans. S'il revenait, s'il s'était fait attraper avant, il aurait été en prison. Donc il a soigneusement attendu les 10 ans. Il est revenu, il a emprunté le nom de famille de sa maîtresse, donc pour être complètement couvert. Et c'est sous ce nom-là que la famille, ses descendants, le connaissaient. Voilà, son nom de naissance, son nom civil était perdu. Il y a eu des répercussions sur la famille en question ou, bon, après tout, c'était une légende, c'est fini. Oui, c'est fini, mais à partir du moment où le client m'a demandé de faire cette recherche, c'est parce qu'il semblait... je ne sais pas s'il était déçu, mais pour lui, il y avait baleine sous gravillon. C'est même pas anguille sous roche, c'est baleine sous gravillon. Il se doutait qu'il y avait quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Donc les recherches m'ont mené en Suisse, un peu partout. Et c'est vrai que l'annoncer à ce client n'a pas été chose facile. Et il m'a dit, je vais avoir du mal, mais ma famille va avoir plus de mal encore. Si j'ai bien compris dans votre langage, baleine sous gravillon, c'est plus gros que anguille sous roche. Il sentait bien qu'il y avait pas plus gros. Non, mais il faut suivre. Anguille, c'est un débat. Baleine. Alors, vous avez réalisé, j'ai vu aussi une enquête liée à Van Gogh. Ah bon? Alors, pas liée à Van Gogh, pas tout à fait. Mais lié à un tableau possiblement de ce grand maître. Donc là, j'avais été contactée par un binôme de chercheurs australiens, d'une université australienne, qui avait donc ce petit tableau et qui c'était, voilà, une des façons de l'identifier, c'était de retrouver les personnes qui peut-être avaient été en possession de ce tableau et se l'étaient transmis.
Voilà. Donc, on m'a demandé de retrouver la famille et les descendants du menuisier qui avait fabriqué le cercueil de Van Gogh. Parce que, faute d'argent, souvent, les artisans n'étaient pas réglés en monnaie sonnante et trébuchante, mais en tableau. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, c'est facile, hein, ça, c'est des choses qui sont publiques, qui ont été très étudiées. Mon travail consistait surtout à retrouver la descendance jusqu'au vivant, ce que j'ai réussi à faire. Et là, la surprise a été que l'un des descendants de cet ancêtre menuisier, et d'ailleurs lui-même peintre sur la place des Ternes, et qu'il était très, très, très touché de savoir que son aïeul avait côtoyé à l'auberge Ravoux le peintre Van Gogh. Mais nous n'avons pas pu établir quoi que ce soit concernant le tableau lui-même, malheureusement. Alors, ce qui frappe, il y a parfois des liens étranges, des coïncidences dans les parcours de vie des gens que vous rencontrez, alors qu'ils se sont jamais connus. Et pourtant, c'est bizarre. Et pourtant, je vois à quoi vous voulez faire référence. La cliente canadienne. Et pourtant, effectivement, il arrive que des clients découvrent qu'ils ont une connexion tout à fait particulière avec un ancêtre en particulier. Moi, mon travail, à l'origine, est d'établir donc les liens filiatifs. De remonter un arbre, ça c'est la chose basique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, fouiller dans la vie des ancêtres. Et lorsque ma cliente, qui est chapelière au Canada, m'a expliqué qu'elle recherchait son grand-père qui était inconnu, un soldat français, enfin bref. Elle m'a dit tout de suite, avec son petit accent canadien adorable, elle m'a dit, je suis chapelière, je suis sûre que ça vient de mon côté français. Elle en est persuadée. Bref, nous faisons l'enquête, je fais l'enquête, je retrouve le soldat, le grand-père, et nous apprenons qu'il était effectivement chapelier à Romans-sur-Isère de son vivant avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une émotion immense, on a tous pleuré, et ça on le retrouve parfois. C'est bien, parce que pour être généalogiste, il faut aussi savoir que c'est un Québécois. Voilà, il faut parler québécois. Parce que sinon, c'est foutu. On y arrive. Alors, ça s'appelle Passion Généalogie, Cécile Muriel Ochoa-Gado. Et c'est toutes les familles qui ont une histoire secrète. Oh, allez, presque toutes. C'est publié chez Plomb. Merci de votre visite. Merci, William.